Il n'y a personne qui était contre nécessairement remettre Téhéran à sa place. Je sais pas si tu comprends, tu sais, c'est pas une mauvaise chose de frapper Téhéran puis de dire arrête de mettre la marde dans le Moyen-Orient puis dans le reste du monde. Mais là, le problème, c'est comment que ça a été fait sans aucun but politique clair puis sans aider l'opposition qui va t'aider justement à renverser le régime. What's up tout le monde? Bienvenue dans un nouvel épisode du What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain, et j'espère que vous allez super bien. L'épisode de cette semaine est possible encore une fois grâce au soutien de nos commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Donc, un énorme merci à eux de continuer de soutenir le What's Up Podcast. Si vous êtes tanné des cafetières qui tiennent pas à route puis qui pètent tout le temps, ben offrez-vous une cafetière Bellucci. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Situés à Varennes, allez les voir en magasin ou commander rapidement et en toute sécurité sur leur site internet au procafetière.ca. Et si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Pour 3-4 pièces par mois, accédez au podcast sans publicité et ça dès sa sortie. Donc pas besoin d'attendre des semaines avant qu'il soit disponible pour tout le monde. Fait que là, je viens de finir avec mes pubs, mais si vous aimez le podcast, je vous encourage à en parler à votre entourage, à laisser un petit thumbs up, à laisser un petit commentaire positif dans la section commentaires. Puis sinon, tout le monde, je vous dis un énorme merci et on se revoit la semaine prochaine et bon podcast tout le monde. Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast aujourd'hui, gros podcast qui s'en vient, très content d'avoir mon nouvel invité, Éric Sauvé, qui est un ancien officier des Forces armées canadiennes, aussi président de la firme de consultation Innovigo, firme de consultation en renseignement et sécurité et défense. Fait qu'un énorme merci d'être au podcast cette semaine. Merci de me recevoir. Yes, on va parler d'un gros sujet dans l'actualité qui fait beaucoup parler, qui est le conflit en Iran. On va commencer un peu par la base de comment que ça a commencé, tout ça. Tu sais, parce que là, il y a tellement d'informations qui circulent, puis là, ça fait quand même un bon bout de temps que... En tout cas, ça fait jaser. On est rendu à quasiment presque 3 semaines de ce conflit-là. Fait que, bref, comment que ça a commencé? Tu sais, pourquoi que les Américains se sont joints à Israël puis ont décidé de frapper l'Iran? Je pense que ça a commencé avec un problème de le sujet du nucléaire. C'est ça de recevoir. C'était genre le programme nucléaire que les Iraniens ils participaient pas trop puis ils voulaient pas. En tout cas, je vais te laisser parler au lieu que je morfle le sujet. Ben écoute, l'Iran, c'est une épine dans le pied des États-Unis puis d'Israël depuis 47 ans, dans le fond, depuis 1979. Ça a toujours été un problème. L'année passée, il y a eu la guerre des 12 jours, si tu t'en souviens. Oui, juin 2025. Exactement. Qui s'est terminée par des frappes américaines avec des bombes pénétrantes sur les bunkers où ils détiennent le nucléaire. Des B-2, je pense. Les B-2, oui. Ils sont partis des États-Unis en passant, avec 2 pilotes dans un vol de je sais pas combien de trentaine d'heures. Genre du Minnesota au Michigan, je sais pas trop. Oui, puis il y a des gens qui suivent ça. Il y a des gens qui sont fascinés par le renseignement. Moi, je suis un gars de renseignement, puis qui suivent ça, puis ils avertissent justement quand ces avions-là quittent ou il y a des choses comme ça qui se passent. Fait que ils sont partis, sont allés frapper, sont revenus, puis ça leur réduit les capacités iraniennes dans le nucléaire. Parce que la raison pour laquelle les pays se dotent du nucléaire, c'est l'arme défensive par excellence. Souvent, on pense qu'ils veulent le lancer un peu partout, mais dans le fond, c'est une manière de ne pas se faire attaquer. Puis si on regarde la Russie en ce moment, c'est la même chose. Quand la Russie s'en est pris à l'Ukraine, des gens qui ont dit l'OTAN devrait frapper, mais tout le monde dit « Oh, attention, ils ont l'arme nucléaire. » C'est ça. Même chose pour la Corée du Nord. T'sais, pourquoi qu'on les attaque pas? C'est parce qu'ils ont le nucléaire. Fait que l'Iran, dans le fond, veut s'en servir comme une arme défensive. Préventive, exactement. Il pourrait passer à l'offensive un jour, mais la réalité, c'est que le nucléaire, c'est l'arme qui fait que personne t'écœure dans le quartier, tu comprends? T'es le gros gars dans le quartier, puis on va pas te déranger. Mais qu'est-ce qui fait peur? C'est que c'est une théocratie, tu sais, la religion est très à la base de tout ça, là. Fait que c'est ça qui est dangereux, s'ils pourraient juste pas être craqués puis faire comme « fuck that, on s'en fout de mourir, on s'en fout des répercussions, on passe à l'attaque », tu sais. On dit souvent que c'est des fous de Dieu, puis c'est un peu vrai, mais
en relations internationales, tous les acteurs sont rationnels en général. Fait qu'ils font des calculs puis ils pensent à qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils veulent pas se faire anéantir. Une des manières de le faire, c'est d'avoir l'arme nucléaire. Mais quand je dis c'est une épine dans le pied, c'est que l'Iran, depuis les ayatollahs, est voué à l'extinction d'Israël. Fait que dans le fond, ils parlent d'Israël comme le petit Satan, puis les États-Unis comme le grand Satan. Ils crient ouvertement mort à Israël. Complètement. Publiquement. Ouais. Puis là, il faut faire la distinction entre les Iraniens, le peuple, puis le régime. Oui. Les Iraniens, c'est un peuple éduqué, une très grande civilisation perse de 5000 ans. C'est ça, c'est les héritiers des Perses. Exactement, c'est ça. Fait que c'est une belle civilisation. Il a emmené beaucoup à l'humanité. Fait qu'il faut pas comme s'en prendre aux Iraniens de la rue autrement que le régime. T'sais. Puis quand j'entends comme... En m'en venant, j'ai vu que Donald Trump, il a dit il a pratiquement dit mort à l'Iran, on a détruit l'Iran. C'est comme... Écoute, tu t'en prends à 90 millions de personnes qui ont une civilisation impressionnante, qui a emmené beaucoup. Il faut faire la distinction, là. C'est comme quand les gens détestent les Américains. Moi, j'ai resté longtemps aux États-Unis, puis j'ai voyagé, j'ai fait 42 États. Le peuple américain est extrêmement sympathique, un des plus sympathiques que j'ai rencontrés. Souvent, c'est le gouvernement avec lequel on a un problème. C'est pas la même chose. C'est ça, il faut séparer les deux, il faut faire la distinction. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il était arrivé, dans le fond... parce que là, il y a eu comme un peu une grosse grogne qui est arrivée un peu avant la nouvelle année. Ça a commencé... En décembre. Ouais. C'est ça. Fait que là, ça a commencé à travers les commerçants, à cause qu'il y a tellement d'inflation, puis il y a tellement... En tout cas, l'économie était de la merde. Fait que là, ils ont fermé les marchés. Le bazar de Téhéran. C'est vrai de ça. Ouais. Puis là, ils se sont joints aussi à au peuple iranien qui était déjà très fâché envers le régime des mollahs à cause de la mort de Mara Maïsi. Oui, en 2022. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a eu des manifestations en 2022, puis ça a été réprimé encore. Ouais. Exact. Fait que là, ça allait encore plus. Fait que là, ça fait partie d'encore d'une des plus grosses manifestations depuis le régime. Ouais. Puis là, ils pensaient vraiment que peut-être le régime avait pu tomber. Puis là, il est arrivé, là, un moment donné, je pense que c'est fin février, où les États-Unis puis Israël, ils ont décidé de frapper l'Iran. Ouais. Puis là, c'est quoi ces frappes-là? C'était quoi cette ampleur-là? Ben, il faut peut-être en revenir à ce que tu parlais, parce qu'en décembre, il y a eu une grosse crise. Le bazar de Téhéran a fermé. Le rial, la monnaie a tombé. Il y avait une crise d'eau. Puis le régime était vu comme très, très faible. Faible intérieurement, mais faible par rapport à l'extérieur aussi. C'est un régime qui se détermine fort, mais ils ont été frappés solidement l'été passé. Fait que les gens se sont dit, c'est peut-être l'occasion de le faire tomber. Les gens en Iran, moi j'ai des contacts en Iran, puis des gens qui connaissent ça, puis ils me disent, ils en ont assez des réformes. Ils veulent pas des réformes, ils veulent abattre le régime. Fait que le 8 et le 9 janvier, il y a eu des manifestations en Iran. La première journée, le 8, il y a des centaines de millions de personnes qui sont sorties dans les rues. Puis à l'appel du fils du Shah de Pahlavi, celui qui a été exilé aux États-Unis en 79. Le 9, ils sont ressortis, puis là, l'Internet a été bloqué. Puis ce qu'on sait, puis qui commence à sortir, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont été tuées par le régime. Mais oui. Là, je te parle de gens tirés à bout portant, dans la tête, dans les parties, aller les tirer dans les hôpitaux. En plus des c'est comment qu'ils appellent ça, pas les extinctions, mais ils tirent... je me souviens. Les exécutions. Exécutions, c'est ça, public. Exactement. Fait que ça a eu lieu le 9 janvier, puis l'information commence à sortir. Au début, on parlait de 3 000 à 5 000 morts. Là, on parle peut-être de 30 000 morts en une nuit. Et ça a donné un choc au peuple, parce qu'ils ne s'attendaient pas à une répression aussi sévère. Ils connaissent la répression. Il y a les gardiens de la Révolution qui font la répression, qui sont environ 200 000. Puis il y a la milice qui s'appelle Basij, qui est 1 million. Puis ce que j'écoutais, puis ce que je lisais, c'est qu'il arrivait en moto à 2 dans les manifestations, avec le deuxième qui est un tireur, comme tirer à bout portant les gens, abattre les gens dans la rue, hommes, femmes, enfants, vieillards. Qui sont désarmés, là, en passant. Bon, mais c'est là le problème, exactement. Fait que l'opposition est complètement désarmée, puis ils n'ont aucune chance de renverser le régime. Trump, à cette époque-là, il a dit « Help is on the way », OK? Ouais. Il a dit « L'aide s'en vient ». Puis là, ça l'a boosté, dans le fond, l'effort de l'opposition de dire « On pourrait avoir de l'aide des Américains ». Puis honnêtement, tu sais, moi, j'écris dans les médias, puis j'étais pour des frappes limitées, puis pour armer l'opposition, pour les aider à renverser le pouvoir en place. Parce que la seule manière que tu peux rétablir les choses, c'est de donner le pouvoir aux Iraniens, tu sais, de les aider. Mais le 28 février, c'est là que t'en venais,
les frappes, ils ont été massives, puis on est allé pour la décapitation du régime, qui a été très efficace. Ils ont tué 42 des dirigeants en dedans de 40 secondes, effectivement. Sauf qu'ils ont fait aucun effort d'aider l'opposition à s'armer puis à prendre le contrôle. Puis Trump savait que juste décapiter puis frapper, ça allait pas amener à un changement de régime. Fait qu'il a mis comme la responsabilité dans les mains du peuple iranien. Il a dit... Profitez-en, renversez votre gouvernement, c'est votre seule chance. Mais des gens complètement désarmés qui ont été massacrés il y a quelques semaines avant, c'était hors de question qu'ils sortent tant qu'ils sont pas certains que le régime va tomber. Puis là, ce qu'on constate, c'est que le régime va probablement pas tomber. Fait que les gens sont restés chez eux parce qu'ils savent que quand les Américains et les Iraniens vont se retirer, c'est le gouvernement qui va faire une répression énorme sur ceux qui leur ont donné du trouble pendant qu'ils combattaient contre les invasions américaines. C'est quoi qui ont frappé exactement? Parce que tu as parlé des dirigeants, mais je pense qu'ils ont aussi frappé toutes des places stratégiques, dans le fond, là, pour justement affaiblir militairement l'Iran. Fait que j'imagine que ça doit être les avions, même si maintenant ils avaient tous déjà quand même été beaucoup massacrés en juin 2025. Là, fait que... Ben, ce que tu frappes en partant en temps de guerre, c'est ce qu'on appelle les cibles de haute valeur. C'est ce que tu identifies comme le plus important pour le régime. Fait que ils ont frappé le dirigeant, l'ayatollah. Son fils a été frappé. Son fils, en passant, lui qui est au pouvoir, là, Mojtaba Khamenei, là, il a perdu son père, son épouse, son fils, des oncles puis des tantes dans la première journée. T'sais. Il a été secoué royalement. Fait qu'ils ont frappé ça. Mais la première chose qu'ils ont frappé aussi, c'est les capacités balistique pour frapper à l'extérieur du pays. Parce qu'on fait des scénarios de guerre contre les pays ennemis tout le temps. Puis on savait qu'en situation de guerre contre l'Iran, il allait tenter d'élargir le conflit, d'amener les autres pays du Golfe à s'intégrer dans le conflit. Fait qu'il savait qu'il allait faire ça. Complètement. C'était certain, en fait, toutes les cibles étaient préenregistrées. Tu sais, les Iraniens ont préenregistré des cibles Doha au Qatar, le Bahreïn, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, toutes les places que les Américains ont des bases, puis ils en ont beaucoup. Ouais. Ben, Chypre, c'était un peu loin, par contre. Ouais. Ça, c'était particulier. C'est britannique. C'est britannique, exactement. Fait que dans le fond, ils ont frappé une douzaine de pays pour que ces pays-là se retournent vers les États-Unis puis disent « Ta guerre me donne du trouble à moi, fait que calme-toi, tu sais. » Fait que c'est ça qui est arrivé. Puis la force de dernier recours pour l'Iran, c'était de fermer le détroit d'Ormuz. On peut en revenir, mais au début, les frappes balistiques, c'était préenregistré, puis les alliés du Golfe avaient des intercepteurs. Là, faut que tu comprennes qu'un intercepteur, ça coûte extrêmement cher. Hein? Un missile Patriot là, qui frappe à moyenne portée, c'est 4 millions contre un drone qui coûte 440 000 $ peut-être. C'est ça. Puis les missiles THAAD, ceux qui vont à grande portée, ça coûte une batterie complète, ça coûte 2 milliards pour frapper des missiles qui s'en viennent, des fois qui coûtent quelques centaines de milliers de dollars. Fait que les pays du Golfe ont une capacité limitée. Puis ça a vraiment commencé raide dans le sens que l'Iran était décentralisé, le pouvoir était décentralisé. Il était prêt à ce que l'ayatollah tombe. De toute façon, il avait 86 ans, fait qu'il allait mourir éventuellement. Fait que le mot d'ordre, c'est que si Téhéran est en train de tomber, on tire sur les cibles préenregistrées. Les gardiens de la Révolution, de manière décentralisée, se mettent à lancer sur, comme j'ai dit, Oman, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar, etc. C'est ça qu'on a vu dès les premiers jours de l'opération. Mais ça, on en revient un petit peu. Tu sais, la première frappe qu'ils ont faite des États-Unis avec Israël, on peut-tu parler quand même d'une certaine réussite? Parce que comment réussir à les trouver, là, ces dirigeants-là, parce qu'eux autres, même, ils savent là, qu'ils vont être une cible. Là, ils l'ont vu en juin 2025. Fait que pour qu'ils... Parce que j'ai l'impression que c'est le Mossad qui a réussi à avoir toutes ces informations. Fait qu'il faut quand même qu'ils soient quand même très efficaces pour réussir à les atteindre, j'imagine. Je vais prêcher pour ma paroisse. Je suis un gars de renseignement. J'ai travaillé aux États-Unis avec la Defense Intelligence Agency puis la CIA aussi. La CIA puis le Mossad israélien ont su qu'il y aurait un meeting à Téhéran avec les plus hauts dirigeants. Comment est-ce qu'ils l'ont su? C'est qu'ils ont hacké les caméras de surveillance de Téhéran. Fait que dans le fond, les caméras qui sont partout dans les rues. Puis il y avait un feed directement. Ils savaient les déplacements de l'ayatollah. Ils savaient où est-ce qu'il serait. Puis la guerre allait débuter sans cette frappe-là. Mais la CIA a dit halte au feu. Ce matin-là, à 8h50, je pense, on peut les frapper toutes au même endroit, OK? Le samedi, ça? Oui, c'était très audacieux parce que normalement, tu frappes de nuit pour limiter les capacités de l'ennemi.
Ben là, ils ont été carrément rentrés à Téhéran un samedi matin, puis ils ont frappé les buildings. Ils en ont tué 42 des plus hauts dirigeants. Puis même Trump, il a admis qu'il espérait négocier avec le numéro 2 ou le numéro 3 ou le numéro 4 du régime. Ben, ils ont été wipés en même temps. Mm-hmm. Le plan initial qui était un peu comme au Venezuela de dire j'enlève la tête Maduro puis je négocie avec le numéro 2, ben, les gens n'étaient plus là. Ouais. Fait que ça a été un choc pour le régime des ayatollahs qui a fait en sorte que les gardiens de la révolution se sont dit OK, on a été décapités, maintenant on va frapper, on va mettre en place le plan qu'on a mis depuis des années, qui est de rendre la guerre douloureuse dans la région. Mm-hmm. Ouais. Ben c'est ça. Fait que dans le fond, ça devient aussi un couteau à deux tranchants parce que là, si tu décapites tout le monde, avec qui tu négocies? Ben, c'est surtout ça qui s'est dit dans les médias là, en ce moment. Ouais. Avec qui tu vas négocier, qui est quand même... c'est pas faux, là. C'est vrai, là. Dans le fond, le but, c'est d'un peu de faire tellement peur aux autres avec la force, de leur dire, gars, voici qu'est-ce qui pourrait vous arriver comme qui est arrivé avec Maduro, là, tu sais. Fait que là, les autres, si tu tiens les fesses serrées, puis on est mieux de... Parce que là, t'as la force du pouvoir qui va faire peur, là, tu sais, qui intimide. En temps de guerre, puis même en temps de paix, un gouvernement a plusieurs pouvoirs. Le pouvoir militaire, c'en est un. Le pouvoir économique, le pouvoir informationnel, le pouvoir diplomatique. Les Américains, depuis leur création, en temps de guerre, ont tendance à seulement utiliser le marteau qui est la force militaire et ne pas négocier pour une sortie de crise. Fait que, dans le fond, ils se sont imaginés qu'en frappant très, très fort, ils allaient mettre Téhéran à genoux puis amener les gens à négocier. Mais ces gens-là, on en a parlé au début. On l'a dit, c'est un peu des fous de Dieu. Ils défendent une révolution qui a 47 ans. C'est des absolutistes, puis ils croient en leur cause. Fait qu'ils vont pas du jour au lendemain, comme la numéro 2 au Venezuela, commencer à négocier avec Washington. Parce que eux, c'est une théocratie, c'est un dogme, c'est la religion qui mène. Puis eux sentent leur version de la religion qui a été menacée. Mm-hmm. Fait que la première des choses, c'est pas d'appeler Washington puis de lever le drapeau blanc. C'est de frapper, justement, parce que ça fait... Tu sais, faut que tu t'imagines qu'un gardien de la Révolution, depuis qu'il est né, là, il se fait dire que l'Amérique, c'est le grand Satan. C'est ça. C'est le diable, c'est le méchant. Il est endoctriné ben raide. Complètement endoctriné, exactement. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait, c'est que ben, justement, Satan vient le frapper, fait que c'est une guerre sainte pour eux, tu sais, c'est carrément ça qu'on voit. Puis du côté américain, il y a un aspect religieux assez fort aussi. Hein. Si t'écoutes Pete Exet, le secrétaire à la guerre, il parle beaucoup de religion, il fait des prières, puis on sent que c'est pratiquement une croisade du 21e siècle. Le style de religion, man, c'est ça qui tue le plus de monde, man. C'est crise de religion de marde. Un article intéressant, je pense que c'est une lettre ouverte qui a été écrite dans la presse, parce que tu disais que tu n'étais pas d'accord avec le fait que ceux qui disaient que les frappes de Trump, c'est juste pour aller faire pour détourner l'attention des dossiers Epstein. Puis j'ai trouvé, c'est ça ta lettre intéressante, tu veux-tu développer? Ben, ça, c'est parce que, tu sais, moi, je suis un gars qui est très politisé, puis j'étais impliqué sur les réseaux sociaux, puis depuis longtemps, j'entends que Trump n'a qu'un seul but, c'est de faire oublier les dossiers Epstein. Ah ouais. Ça me fait rire parce que... Les conspirations appartiennent pas juste à la droite. Non, il y a de la conspiration de tout bord, de tout côté. C'est ça. Je comprends qu'il veut faire oublier les dossiers Epstein, c'est vrai, mais tu sais, il y a un film, je sais pas si tu te rappelles le film Walk the Dog, ça fait quelques années, OK? Avec, je pense, c'est Dustin Hoffman, ou me trompe peut-être d'acteur, mais le président américain a un scandale domestique politique, fait qu'il fait une guerre à l'étranger pour faire oublier. Okay? Ça date de, mettons, des années 90. Puis là, les gens, ils ont dit, c'est Walk the Dog, tu sais, il y a un problème avec Epstein, fait qu'il fait une guerre à l'étranger. Un instant, OK? Il n'y a pas un gouvernement qui prend des décisions pour une seule raison. Comme toi puis moi dans la vie, on prend pas des décisions pour une seule raison. Souvent, c'est un ensemble de facteurs. Fait qu'il y avait, comme j'ai dit, l'Iran est une épine dans le pied depuis longtemps. Ils l'ont frappé l'été passé. Il n'a jamais été aussi près de tomber le régime de Téhéran qu'en janvier. Fait qu'il y avait une opportunité. Il y avait Benjamin Netanyahu, je t'ai prononcé là, Benjamin Netanyahu, qui susurrait dans l'oreille de Trump qu'on pourrait finalement l'abattre puis qu'il allait encore avoir le beau rôle. Parce que Netanyahu, sa force, c'est de flatter l'ego de Trump. De dire, tu sais, en juin l'année passée, il a dit « Hey, en passant, t'es le seul à avoir cette super bombe-là qui n'existe pas ailleurs, puis tu pourrais être le héros. » Mais lui, Netanyahu, a des buts très, très clairs, mais il utilise Trump. Même chose en ce moment. Fait qu'il
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça a été frappé, justement. Réduire les capacités balistiques qui s'en venaient trop fortes, réduire le nucléaire, montrer à l'Iran qu'ils doivent être doux, puis aussi réduire l'axe de résistance. Puis ça, on n'en parle pas beaucoup parce que ils sont pas très impliqués en ce moment, mais depuis que l'Iran a été créé, ils ont réalisé qu'il y avait besoin d'alliés dans le secteur. Fait qu'ils ont le Hezbollah au Liban qui frappe, ils ont le Hamas à Gaza qui est pratiquement à genoux en ce moment avec tout ce qui s'est passé. Ils ont les Houthis au Yémen qui peuvent bloquer l'entrée de la mer Rouge, qui est l'autre accès justement important. Ils ont des milices chiites, parce que c'est un régime chiite comparativement au pouvoir sunnite qui est partout ailleurs. Fait que l'Iran, depuis longtemps, est un problème pour les Américains, pour Israël, mais pour le reste du monde aussi. C'est un État paria. Puis elle finance aussi des cellules terroristes. Ben, complètement. C'est le plus gros sponsor de terrorisme d'État depuis les 40 dernières années. Fait que il y a personne qui était contre nécessairement remettre Téhéran à sa place. Je sais pas si tu comprends, tu sais, c'est pas une mauvaise chose de frapper Téhéran puis de dire arrête de mettre la marde dans le Moyen-Orient puis dans le reste du monde. Mais là, le problème, c'est comment que ça a été fait sans aucun but politique clair puis sans aider l'opposition qui va t'aider justement à renverser le régime. Parce que renverser le régime du haut des airs, là, avec des frappes aériennes, ça s'est jamais vu dans les 100 dernières années. Ouais, depuis que les frères Wright ont volé un avion, là, ça s'est jamais vu. Ça prend toujours des bottes sur le terrain ou une opposition. Mais là, il avait parlé de peut-être, mais en tout cas, je pense que ça a été dit, tourné en ridicule aussi, cette option-là, mais de peut-être demander aux Kurdes... Tu sais, d'aller les armer, puis parce que là, les Kurdes, ils veulent justement avoir un État à eux. Le Kurdistan. C'est ça, puis ils n'arrivent pas à l'avoir. Fait que là, ils disent, peut-être qu'on pourrait se servir d'eux autres pour... Ben, tu sais, c'était une option, mais les Kurdes en Iran, c'est 10% du pays. Puis les Perses, qu'on parlait tantôt, l'Empire perse, c'est 40 à 50% des gens. Fait que là, tu es en train d'armer une partie de la population qui n'est pas la population... le poids majeur de la population. Ouais. Fait que là, tu te mets à dos les Perses, parce que les Perses, c'est un peuple fier, on en a parlé, hein. 5000 ans d'histoire, il y en a beaucoup en éducation, en sciences et tout. Fait que là, tu es en train d'armer comme un groupuscule avec lequel tu as déjà travaillé, qui ne te font plus confiance parce qu'on les a abandonnés plusieurs fois. Ouais. 3 fois dans les 20 dernières années que les Américains ont abandonné les Kurdes, qui se sont fait massacrer par la suite. L'autre problème, c'est que les Turcs détestent les Kurdes, OK? Puis les Turcs, c'est un pays de l'OTAN qui est proche. Puis quand tu parles d'armer les Kurdes puis qu'ils pourraient prendre le pouvoir en Iran, ça ne plaît pas à Ankara. C'est ça. Fait que là, tu perds un autre allié dans la région qui dit « Moi, je vois pas ça d'un bon œil, le fait d'armer les Kurdes. Fait que armer l'opposition, oui. La CIA, les forces spéciales. Tu sais, la CIA et les forces spéciales, c'est leur force de fournir des armes, du renseignement, être des aviseurs. En anglais, on dit des enablers, les aider. Ils n'ont pas choisi la bonne opposition. Ils ont choisi les Kurdes parce que ça fait longtemps qu'ils les connaissent puis ils ont des bonnes relations avec. Mais ça ne plaît pas aux Iraniens. Fait qu'il fallait trouver en Iran un groupe perse qui avait des chances de prendre le pouvoir ou d'aider le fils du Shah Pahlavi qui est au Maryland. Mais encore là, il est à l'extérieur puis le monsieur en question, ça fait 47 ans qu'il n'a pas mis les pieds dans son pays. Ouais. Fait que comment est-ce qu'il est américain? Comment est-il iranien? J'en doute un peu, tu sais. Ouais, c'est ça. Il n'est pas tant soutenu par la population non plus. Il y en a pas tant. Il y en a qui veulent, dans le fond, une démocratie là-bas. Ils veulent pas que le Shah d'Iran, il revienne puis que ça devienne une monarchie. Je mets un bémol. Ils sont prêts. En fait, il y a 2-3 ans, okay, on parlait de 2022, des manifestations. Il y avait quelques personnes qui étaient pour le retour du roi à la monarchie, mais il était un peu mis de côté, comme un peu ésotérique. Mais maintenant, les gens ont réalisé que c'est peut-être la figure qui pourrait unir le peuple. Fait que ils ont ressorti les fameux drapeaux d'Iran avec le symbole du Shah au centre. Pas parce que ils croient nécessairement en lui, mais c'est parce qu'ils se disent on est peut-être mieux à passer par un retour de la monarchie, puis faire une transition vers la démocratie, que de rester avec le pouvoir qu'il y a là, tu sais. Les gens sont vraiment désespérés, là. Ouais, mais il va falloir qu'il y ait la transition après, puis c'est là que ça risque peut-être de se corser. Là. Ben ça, c'est dangereux parce que la majorité des Iraniens, s'ils sont plus jeunes que nous, ils se rappellent pas du régime du Shah d'Iran, mais
c'était pas de gaieté de cœur. De gaieté de cœur, exactement ce que j'allais dire. Tu sais, il y avait des répressions, il y avait de la torture, il y avait des arrestations politiques aussi. Fait que faut pas penser que c'était nécessairement tout rose avant. Mais vu qu'il était favorable aux intérêts américains, il n'y en avait pas de problème. Mais Chris, c'est ça qui a amené justement la révolution iranienne, puis d'amener les mollahs au pouvoir. C'est pour ça que les Américains n'ont pas nécessairement de légitimité dans la région quand ils viennent frapper puis ils disent on veut vous aider parce qu'on se rappelle de 1979, on se rappelle de 53, on se rappelle de qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est difficile pour eux d'arriver puis d'être légitimes. Mais on dirait que Trump, il est comme autre chose pour comme ben du monde. Tu sais, c'est comme, oui, il est américain, mais genre, lui, il fait pas partie des élites ou en tout cas, je sais pas. Des fois, on dirait qu'il est vu un peu de même. Là. Les Iraniens, ils ont cru au départ. Quand il a dit « Help is on the way », là, les gens se sont dit « Enfin, notre chance d'avoir une frappe extérieure ». Mais Trump en a rien à foutre du peuple iranien. Là. Tu sais, j'écoutais en m'en venant ici là, l'histoire du pétrole. Vraiment, là, je me mets à la place des pauvres soldats américains, là, mais sont en train de travailler en ce moment pour les compagnies de pétrole. Okay? Ils veulent aller saisir l'île de Karg. Je sais pas si tu as suivi ça, mais non, vas-y. Tu as l'entrée du détroit d'Ormuz qui est vraiment, vraiment serré de 39 km. Après, ça s'agrandit, puis on tombe dans le golfe Persique. L'île de Karg est au nord du golfe Persique, après peut-être 20 000 des côtes de l'Iran. 90% du pétrole d'exportation iranien va sur cette île-là. Fait que si tu regardes avec des images satellites, là, c'est des grosses citernes de pétrole. Puis il y a un pipeline qui vient sous l'eau, dans le fond, amener le pétrole iranien, là. Fait que Trump a frappé l'île de Karg il y a quelques jours, mais frappé les installations militaires. Parce qu'est-ce qu'il veut, c'est saisir l'île avec tout le pétrole qui est là. Dans le fond, là, on est pratiquement dans le pipeline aussi, le pipeline. Exactement. Là. Pratiquement dans un jeu de risque où il se dit « Wow, ça, c'est le pétrole qui va là. » Fait qu'à la suite de cette frappe, il a annoncé que les Marines s'en venaient du Japon. Puis moi, tout de suite, sur les réseaux sociaux, j'ai dit « Ils s'en viennent saisir l'île de Karg pour le pétrole. » Puis il y en a qui ont trouvé que j'étais un petit peu alarmiste, puis ont dit « Oh, c'est un peu tiré par les cheveux. » Ben là, la majorité des experts s'entendent pour dire que c'est pas mal ça. Ils vont essayer de faire ça. Parce que c'est une île qui a 24 km², qui est un objectif qui est de grosseur pour saisir avec 2500 militaires, Marines. Puis, tu sais, moi, j'aime beaucoup les réseaux sociaux, comme j'en parlais, puis il y a un meme qui se promène sur Internet où tu as un casque d'acier des Américains, tu sais, un casque de... Puis à l'intérieur, c'est marqué « Don't forget who you're fighting for ». Rappelle-toi depuis que Puis il y a un symbole de Shell, tu sais, la compagnie Shell. OK, ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que les Américains, tu sais, guerre du Golfe 2003, puis guerre du Golfe 91, ça fait longtemps qu'il y en a qui savent qu'ils travaillent pour les corporations pétrolières. Puis ça commence à ressembler de plus en plus à ça. Puis je m'excuse, mais tu sais, je suis un ancien militaire. Moi, aller combattre pour que Exxon ou que Shell ait plus de ports dans la région, c'est pas quelque chose que j'apprécierais du tout. Là. Non, c'est sûr. Mais c'est ça. Puis là, tu en as parlé que la réponse, justement, de l'Iran à ces attaques-là, ça a été d'attaquer tous les pays avoisinants, puis qui avaient des bases américaines. Oui. Puis tu disais que c'est ça, c'était très prévisible, que ça allait être comme une réponse. Puis à quel point ça a été efficace? Ça s'est-tu retourné contre les Iraniens ou au contraire, ça a fait l'effet qu'ils voulaient avoir, qui était de mettre une pression supplémentaire? Ben, d'attaquer les bases américaines, les pays américains et les pays qui sont supportés par les Américains, c'est un peu l'arme ultime, c'est l'arme de dernier recours. Puis la guerre en Iran, c'est une guerre asymétrique. Asymétrique, ça veut dire que tu en as un qui est beaucoup plus fort, l'autre est beaucoup plus faible. Souvent, on parle de soit guérilla ou David contre Goliath. Tu sais. Puis, ils ont frappé, mais évidemment, les pays du Golfe, les Américains, Israël, étaient prêts avec des intercepteurs. Mais là, ces missiles-là ne sont pas lancés un par un. Hein. Ils sont lancés en grappes, il y en a plusieurs, il y en a qui se subdivisent. L'Iran espère juste qu'il y en a un qui passe à travers à un moment donné. Puis c'est arrivé quelquefois en Israël. Dubaï a été frappé. Je suis allé à Dubaï. Dubaï, c'est une énorme ville extrêmement riche. Tu sais. Il y a beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de gens qui passent par là. Puis ils ont réussi, tu sais, à passer à travers le filet. Fait que ça a été efficace. Le taux d'efficacité, mettons, des intercepteurs à Oman était très élevé. Entre 85 et 93%. Ben, si on fait un calcul mathématique rapidement, il y a quand même quelques missiles qui passent, quelques drones, parce que les missiles, c'est l'artillerie lourde,
mais ils ont beaucoup de drones qui sont produits facilement. Les drones Shahed, 40 000 $, t'en envoies plusieurs. À un moment donné, il y en a qui vont passer à travers. Puis dès les premiers jours, d'ailleurs, il y a 6 Américains qui ont été tués par je pense, c'est un drone qui est tombé sur leur tente, leur centre de commandement. Fait que, oui, il n'y a pas un gros taux d'efficacité. Mais encore une fois, on parle d'une guerre asymétrique. On s'attendait pas à ce que l'Iran sacre une volée aux autres pays non plus, là. Mais le harcèlement fait son œuvre. Puis, ils ont tiré beaucoup au début, mais là, ils conservent leurs munitions, puis ils tirent, tu sais, quelques fois par jour, juste pour harceler, juste pour dire on est encore là. Mettre une présence. Exactement. Puis mettre de la pression aussi sur l'opinion publique qui va dire, tu sais, j'en ai assez de ça. Il faut que ça se termine parce que non seulement ça me met en danger, mais ça fait mal à l'économie. Beaucoup de gens qui ont détourné leur plan d'aller dans le secteur ou de passer par les Emirates ou Qatar Airlines et tout, ça fait mal énormément à l'économie. Mais c'est une gang un peu de bluff, tu sais, c'est un peu du poker, là, tu sais, de savoir combien de temps qu'ils vont durer, combien de munitions ils ont. Parce qu'eux autres aussi, tu sais, de la même manière, peut-être leur arme offensive coûte moins cher qu'une arme défensive des autres pays, mais reste combien qui en ont, parce que tant aussi longtemps qu'ils finissent leurs réserves, mais là, à un moment donné, ils en ont plus, là, puis ils peuvent plus rien faire. On pensait qu'il y avait, disons, entre 3 000 et 5 000 missiles, de courte et moyenne portée. Là, selon le commandement central, ceux qui contrôlent les opérations de Tampa, il aurait frappé, mettons, 85 à 90% des réserves. Là, on pourrait penser que c'est simple, il reste un 10 à 15% à frapper. Mais ça devient toujours de plus en plus dur parce que ce qui n'a pas été frappé, c'est ce qui est le mieux camouflé, le mieux enterré, le plus mobile, le mieux caché. Comprends-tu? C'est pas comme si, il reste quelques jours puis on a terminé, là. Ouais. Mais à chaque fois excuse de te couper, mais logiquement, je me dis, chaque fois qu'ils tirent l'Iran, ils exposent leur place. Fait que, tu sais, à chaque fois, fait que c'est un risque potentiel de se faire découvrir. Mais en temps de guerre, c'est tout le temps comme ça. Okay? Ouais. Quand tu frappes, tu t'exposes. Non seulement tes sites, mais ton commandement et contrôle, tes radars. Le renseignement, on est aveugle souvent tant qu'il n'y a pas justement un conflit ou un combat. Parce que l'ennemi, mettons, va pas communiquer ou va pas dévoiler rien. Mais la minute que les bombes tombent, ils sont forcés d'allumer leur communication, leur radio, puis là, on dit, OK, le poste de commandement est là, le quartier général est là, le radar est ici. Fait que c'est sûr que tout ça s'est illuminé dès les premiers jours du conflit. Fait que les Américains, tu sais, en termes de renseignement, ils ont des capacités massives là, de collecte et d'analyse. Ils savaient très bien comment que l'Iran fonctionnait. Mais avec le début de la guerre, leur compréhension, elle a monté à un autre niveau parce que là, ils savent, OK, c'est comme ça qu'ils communiquent, telle fréquence, telle radio. Il y a des sites peut-être qu'on n'avait pas présumé qu'ils existaient, qui tout d'un coup se sont illuminés. Fait que ça fait en sorte que là, on sait où frapper. Je te mentionnais les cibles de haute valeur. Là, on commence à tomber des cibles de moins haute valeur. On commence à tomber dans le résiduel. Mais éliminer à 100%, c'est peut-être pas facile, c'est peut-être pas nécessaire non plus. Hein? Souvent, en temps de guerre, c'est d'éliminer la volonté de combattre de l'ennemi. Et non pas de tout détruire, les chier de l'autre côté. C'est de dire, je t'enlève ta volonté de combattre par soit une force supérieure ou par la diplomatie ou un message ou une entente, peut-être une entente économique pour dire on va arrêter ça. C'est pas nécessairement de tout éliminer, raser. Puis là, c'est un peu la logique qu'on voit en ce moment, c'est on est en train de niveler l'Iran pour arriver à nos fins. Mm-hmm. Puis là, il y a une deuxième affaire que tu as parlé, c'est la deuxième réponse qu'ils ont faite, c'est de bloquer le détroit d'Ormuz. Tu sais. Fait que où est-ce que transige environ 20% du pétrole mondial, c'est ça qui fait énormément mal. Là, tu sais, là, aujourd'hui, je sais plus, on est rendu quoi, le 22, je pense, mars ou... Ouais. 23 parce que c'est mon cours à l'université, je le sais. 23 mars. Fait qu'en date du 23 mars, c'est ça, ça fait énormément mal. Puis en plus, en tout cas, corrige-moi, je me trompe, là, ils ont juste dit qu'ils l'ont bloqué. Oui, il n'est pas bloqué physiquement. Tu sais, ils n'ont pas mis de mine, on le sait pas dans le fond. Oui, ça, c'est pas certain. C'est ça l'affaire, puis c'est ça que... Parce qu'en même temps, l'affaire, c'est qu'ils bloquent
pas tout le monde. Ils l'ont pas formé à tous. C'est tous ceux qui sont pas les alliés de l'Iran. Ouais. Fait que dans le fond, ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est surtout la Chine puis l'Inde en ce moment. Là. Fait que, tu sais, dans un conflit, c'est important de regarder la géographie. L'Iran est 3 fois plus gros que l'Irak, qui était une cible avant. Il y a le détroit d'Ormuz, l'entrée du Golfe Persique qui amène à l'Irak, justement, le Koweït, l'Arabie Saoudite. Le détroit, j'ai mentionné souvent, il y a 39 km de large. C'est pas large, très peu profond. Fait qu'il y a juste des voies navigables de 3 km pour rentrer, 3 km pour sortir, une zone tampon entre les deux. Quand tu dois naviguer, tu es à un endroit extrêmement précis, avec des cibles préenregistrées du côté iranien, comprends-tu? Les Iraniens savent exactement où tu vas passer. Pendant la guerre Iran-Irak, on l'oublie souvent, de 80 à 88, après que les ayatollahs aient pris le pouvoir, il y a eu une guerre extrêmement sanglante entre l'Iran et l'Irak. 1 million de morts, des gaz chimiques utilisés. Jamais l'Iran n'a fermé le détroit d'Ormuz. Et pourtant, on menaçait de le faire régulièrement. Pour la première fois, ils l'ont fermé. Puis là, quand on dit fermé, justement, on n'est pas certain s'ils ont mis des mines. Les mines seraient l'arme de dernier recours parce que les mines ne font pas la distinction entre un bateau ami et ennemi. Ça cause autant de troubles à l'Iran de mettre des mines que ça en cause à nous. Ça, il faudrait qu'ils donnent comme le chemin à passer et celui à ne pas passer. Oui, mais ils peuvent lancer des mines à partir de roquettes du côté iranien. Ils sont pas exactement certains où est-ce que ces mines-là vont se retrouver. Ils peuvent tomber au fond de l'eau, peuvent dériver, peuvent être dangereuses. Les Iraniens, quand on dit qu'ils l'ont bloqué, c'est... J'ai fait l'analogie dans un article que j'ai publié. C'est comme un western, OK, parce que t'as des gens avec des armes de chaque côté, puis tout le monde est prêt à tirer, mais ils osent pas tirer. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Puis, quand ça se met à tirer, ça va péter. Fait que si tu t'avances, tu fais un move ou tu t'approches de ton holster, l'Iran va tirer, va bloquer. Fait que les pétroliers ne peuvent pas passer. Ouais. Pas juste les pétroliers, les cargos aussi qui amènent des engrais. Les engrais qui vont en Asie, il va y avoir une répercussion sur l'agriculture. Beaucoup d'engrais qui ne s'est pas rendu. De l'hélium qui est utilisé en médecine, qui est utilisé pour faire les microprocesseurs à Taïwan. Il y a beaucoup de choses qui ne passent pas. Il n'y a pas non plus de voie de contournement, là, peut-être par les airs, mais 90% du commerce mondial passe par les voies maritimes. C'est pas comme si du jour au lendemain, on pouvait prendre des avions cargo puis envoyer du pétrole ailleurs. Donc, il n'est pas nécessairement fermé, bloqué, mais si tu t'aventures, étant américain ou israélien, tu vas avoir des missiles qui vont pas venir de la côte avec un temps de réaction de quelques secondes. Pas un tir balistique, un tir direct. Ça prend des contre-mesures. Il va y avoir des drones, il y a peut-être des mines au fond de l'eau, il va y avoir des bateaux vedettes, des bateaux rapides, mais la tactique iranienne, c'est pas d'en envoyer un à la fois puis de se faire tirer. C'est d'en envoyer de façon massive. On appelle ça un swarm tactique, où un peu comme un banc de piranha qui attaque, le banc de piranha attaque le bateau. Fait que le bateau, il y en a 360 degrés dans les airs, peut-être au fond de l'eau, extrêmement vulnérable. Il n'y a pas un pétrolier qui veut subir ça. Mais qui va aller mettre sa vie en danger là, pour du pétrole? C'est ça. Le gouvernement américain dit soyez pas des mauviettes, allez-y. Les gens, c'est pas des navires de guerre, là. Non. Ces gens-là sont habitués de sailer calmement d'un point A au point B, là. Ils n'ont pas envie de rentrer dans un détroit où ils peuvent se faire tirer. Ça, c'est quand ils se font pas pirater par des pirates de la Somalie. Ben, exactement. Il y a des coins névralgiques. C'est ça. Mais ça, c'est réel. Ouais. Il y a des pirates en Somalie. Il y a des coins névralgiques où ils savent qu'ils ont de la sécurité, puis ils ont des contre-mesures. Mais pas contre des missiles, pas contre des drones, pas contre des... les mines sous-marines, là, sont rendues intelligentes. C'est plus... tu sais, Deuxième Guerre mondiale, c'est comme une sphère métallique avec des pics, là, qui flottent sur l'eau. Là, maintenant, tu les mets au fond de l'eau. Ils peuvent détecter une masse métallique. Ils peuvent détecter un son acoustique, déterminer que c'est un pétrolier. Ils peuvent détecter un déplacement d'eau. Ils peuvent se projeter, frapper la coque. Ils peuvent lancer une torpille dans la coque. Ils peuvent percer le pétrolier. On parle pas de juste un pétrolier qui va dériver puis frapper une mine qui dérive. Là. Ils sont quasiment autonomes, là, un peu. Oui, puis en plus, ils peuvent même déterminer
je vais frapper le 2e ou le 3e bateau pour bloquer le chemin. Ils vont savoir la grosseur du tonnage du navire, frapper le plus gros de la gang. Fait que c'est extrêmement risqué. Le déminage serait extrêmement complexe. Déminer un champ de mines terrestre, c'est la dernière chose que moi je veux faire en tant que militaire, là. Chercher des mines pendant que l'ennemi te tire dessus. Ouais. Mais c'est la même chose dans l'eau. On cherche des mines lentement, méthodiquement, pendant qu'il y a une menace 360 degrés. Il fallait qu'il le fasse en Afghanistan, ça aussi. Oui, puis normalement, les conventions de Genève disent que tu dois marquer tes champs de mines, carrément mettre une affiche mine, aussi marquer chacune des mines. Il n'y a presque aucun des pays qui fait ça. Mais non. En Afghanistan, c'était quoi? Il lançait comme une longue tige qui faisait tout sauter, puis il marchait dans cette tige-là. Oui, exactement. Puis je lève mon chapeau aux ingénieurs, aux démineurs, parce que les routes qu'on avait en Afghanistan, les talibans mettaient des bombes dans les calvettes. Fait que souvent, c'était on appelle ça du HME, Homemade Explosive. C'est de l'explosif fait maison. Artisanal. Puis qui venait justement miner la route. Ça prenait des ingénieurs qui passaient avec soit des véhicules avec des rouleaux en avant qui carrément font sauter les mines, ou littéralement les trouver, aller mettre une charge, les faire sauter. Fait que, imagine dans l'eau, avec tous les débris qu'il y a dans le fond de l'eau, avec des fois de l'eau vaseuse que tu vois rien. Et il peut y avoir des plongeurs qui peuvent aller poser des mines sur les coques, des sous-marins à 2 personnes que les Iraniens ont. Fait que quand Trump il dit à l'OTAN, venez, c'est facile. C'est un des plus gros mensonges que j'ai entendu. Puis Dieu sait que Trump est un spécialiste des mensonges. C'est ça qui dit tout puis rien. Là. Puis là, c'est ça, là, parce que dans le fond, tu sais, t'en as parlé un petit peu. C'est la première fois qu'ils l'ont fermé, même en temps de guerre contre l'Irak, ils l'avaient pas fait. Puis, fait qu'est-ce que ça représente, ça, on va dire, pour le commun des mortels, tu sais? Ça, parce que je pense que c'est quand même historique, puis ça va avoir des répercussions, parce que là, c'est comme si on leur avait donné une occasion de pouvoir, que l'Iran puisse montrer que ça fonctionne, ça. Qu'ils peuvent le bloquer, puis ça a des répercussions, fait que ça leur donne un levier de pouvoir supplémentaire. En tout cas, c'est ça que j'ai compris. Ouais. Ben, comme j'ai mentionné au début, à partir du moment que le régime se sent menacé, première des choses qu'il va faire, c'est de frapper les autres pays du Golfe et Israël. En dernier recours, c'est fermer le détroit d'Ormuz. C'est pratiquement leur arme atomique. Puis là, ils ont prouvé qu'ils sont capables. Ils sont capables. Si tu regardes la carte satellite, il y a des pétroliers de chaque côté qui attendent. Il va falloir les ravitailler, ces gens-là. Hein? Ils attendent que le détroit soit ouvert. Ce qu'on constate, parce que je regarde des sources ouvertes, il y a des gens qui suivent ça, il y a quelques navires qui ont passé, mais ils n'ont pas pris les voies habituelles. Ils ont carrément longé la côte iranienne, probablement pour être inspectés visuellement des Iraniens, et deuxièmement, payer leurs droits de passage. L'Iran... Ils vont commencer ça, là, je pense. Complètement. L'Iran a besoin d'argent. Alors, ils font des négociations avec les pétroliers en disant « Tu vas payer le plein prix pour être ici ». Deux des raisons pour lesquelles les pétroliers ne passent pas, c'est le risque. Aussi, c'est qu'ils n'ont pas d'assurance. Les assureurs du commerce maritime sont pratiquement tous à Londres. Ils ont une assurance normale qui est 0,25% du contenu de ton navire. Avec la guerre, on monte à 1 jusqu'à 3%. Ça peut se compter en millions. Là. Exactement. Donc, il y a une problématique. J'adore en passant ta table parce que on dirait que je suis en train de parler du détroit d'Ormuz. Ah ouais, c'est ça. Les pétroliers, là, ça, c'est 39 km, puis le 3, il est là. Je réalise qu'instinctivement, j'en parle. Mais fait que ça, c'est l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Koweït. Justement, les navires vont longer la côte iranienne. Ça a été déterminé parce que les navires ont un genre de beacon, un transponder qu'on appelle. Tous les navires dans le monde ont ça, doivent avoir ça. Ça s'appelle un AIS, Automatic Identification System, un système d'identification automatique. Ils doivent le mettre à on, puis donner leur position en tout temps. Fait que si on regarde les cartes satellites, on peut suivre tous les navires qui est partout dans le monde, en haut d'un serpent. Pas une chaloupe ou un yacht privé, là, mais tu sais. Fait que les seuls qui n'ont pas leur AIS allumé, c'est les navires de guerre. Là, en ce moment, on voit des pétroliers qui arrivent près du détroit, qui ferment leur AIS, puis qui se retrouvent de l'autre côté. Donc, on sait qu'ils ont passé. On ne sait pas tout le temps comment ils ont passé.
il y en a certains qui l'ont laissé allumer, puis on a vu qu'ils ont vraiment longé la côte iranienne. Donc, ils sont allés payer leur dû. Et ça, c'est comme tu as mentionné au début, Chine, Inde, certains pays asiatiques. Les pétroliers américains et les Israéliens ne passeront pas, eux. Est-ce que aussi ils se font mal en faisant ça? Tu sais, en fermant le détroit d'Ormuz, tu sais, ça fait monter les prix. Fait que là, oui, le baril de pétrole, il est plus cher. Mais, ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils se font mal eux-mêmes en faisant ça? L'Iran a des alliés très connus. La Russie, la Chine, la Corée du Nord. Qui n'ont pas répondu. C'est pas des très bons alliés parce qu'ils sont pas venus à leur aide. Mais en fermant le détroit d'Ormuz, ça ne plaît pas à la Chine, qui dépend énormément du pétrole. Donc, c'était vraiment en dernier recours. Mais la Chine comprend, par contre, pourquoi ils l'ont fait. Et puis, Pékin, en ce moment, discute avec les Iraniens pour que leur propre cargo et pétrolier puisse passer. Parce que Pékin ne veut pas s'impliquer militairement. Je ne crois pas qu'il puisse le faire non plus. Un des pays qui bénéficie beaucoup, et on l'oublie, c'est la Russie. Ben oui. Le pétrole russe. Lui, le man, tout est en train de chier de son bord parce que là, les sanctions économiques faisaient qu'il y avait quasiment des pleins effets là, en ce moment, parce que ça prend du temps avant de faire effet. Puis là, ils sont tellement isolés. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est le prix de pétrole, le baril de pétrole qui monte à 200$. Fait que là, lui, il est paumé de rire. Lui, c'est en train de refinancer au grand complet sa guerre en Ukraine. Je pense que dans les 2 premières semaines, j'avais lu que la Russie avait gagné comme 6 milliards avec ce conflit-là. Il y a tout à gagner, que ça continue à perdurer. Là, ça, complètement. Là. En plus, Zelensky, qui n'avait supposément aucune carte dans son jeu, a même offert d'aider les Américains à combattre les fameux drones Shahed. Les drones Shahed, c'est comme des drones un peu comme un genre de triangle. À 40 000 $, sont extrêmement efficaces. Mais les Ukrainiens les connaissent comme le fond de leur poche parce qu'ils sont prêts avec depuis 4 ans. Fait que, tu sais, j'adore, parce que moi, j'aime beaucoup Zelensky, puis il est retourné à Washington en disant « J'avais pas de carte dans mon jeu, maintenant, t'as besoin de mon aide. » Mais il fait pas ça de façon altruiste. Hein? J'avais entendu un de ses ministres qui disait « Si vous pensez qu'on fait ça juste pour aider les Américains, c'est parce qu'on va attendre quelque chose en retour, de l'aide financière, de l'aide militaire. Parce que là, on est en train de vous aider avec les drones que vous connaissez. Donc, vous savez pas comment vous il y a des amorcés. Désamorcer, exactement. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Puis, quoi d'autre? Fait que c'est ça. Est-ce qu'ils se font mal, les Iraniens, à fermer le détroit d'Ormuz? Est-ce qu'ils se font mal eux-mêmes? La grosse problématique, c'est que si ils sentent le besoin de miner le détroit, comme j'ai mentionné, parce que eux peuvent encore avoir un navire qui passe, malgré qu'ils sont en danger quand ils sortent du détroit à cause des navires américains. Mais eux, s'ils minent le détroit, il n'y a plus rien qui va passer pour un certain temps. Le déminer, ça va être une question de semaines ou de mois. Je ne crois pas que l'Iran veut en venir à ça, à moins qu'il soit sur le bord de tomber, le régime comme tel. C'est comme une arme de dernier recours. C'est ça, tant qu'à perdre, on va emmener tout le monde avec notre perte. Complètement, exactement. OK. Ouais. Ça fait que là, vu que l'Iran a fermé le détroit, Trump s'est retourné vers ses alliés pour demander de l'aide. Puis là, j'ai pas trop compris la réponse des alliés, mais est-ce qu'ils ont tourné le dos à Trump? OK. Israël et les États-Unis sont allés en guerre sans même le mentionner aux alliés, sans qu'on soit mis au courant, sans qu'on comprenne les buts politiques. Clairement, les États-Unis n'avaient pas anticipé que le détroit serait fermé, qui est un extrêmement gros problème. Mais c'était prévisible. Complètement. Tout le monde le savait. Sauf que Trump a choisi d'ignorer en pensant que la frappe allait être tellement forte que le régime allait s'écrouler, venir demander pardon puis arrêter tout ça. Mais comme j'ai mentionné, le Venezuela n'égale pas l'Iran. Venezuela, c'est un régime communiste, chaviste. L'Iran, c'est une théocratie, fait partie de leurs croyances très, très fortes. De 90 millions de personnes. Exactement. Donc, Trump ne l'avait pas anticipé. Là, se retrouve avec son propre état-major qui dit on se met extrêmement en danger à aller faire ça. L'opinion publique américaine n'est pas prête à subir beaucoup de pertes dans n'importe quel conflit. Peut-être ça va te rappeler quelque chose, mais en Somalie, le fameux film Black Hawk Down, là. Quand on a fait la Somalie, c'était l'opération, je me souviens bien, Restore Hope. C'est Bill Clinton qui était au pouvoir. Les Somaliens ont abattu un Black Hawk,
ont traîné les corps des Américains dans les rues de Mogadiscio. Et tout de suite, l'opinion publique s'est retournée, puis ils ont retiré leurs forces, les Américains. Parce que justement, Bill Clinton n'avait pas amené l'opinion publique à croire en la cause. Même chose, si les Américains meurent, l'opinion publique va demander à Trump de retirer les troupes. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers ses alliés et dit, venez m'aider. Dans la tâche la plus dangereuse de tout ce conflit-là, les alliés disent, excusez, bullshit, je vais pas me présenter là quand t'as pas planifié. En plus, t'as les meilleures capacités de déminage, hélicoptères Apache et tout. Là, il se retire, là, il dit c'est des lâches, mais l'OTAN, c'est une alliance défensive par nature. C'est pas une alliance offensive. On vient à la rescousse d'un allié quand il est attaqué. Pas quand il décide de partir sa propre guerre de son côté. Donc, menace les alliés disent « F you » parce que ça fait 1 an et demi que tu nous causes du problème avec tes tarifs, nous punir, se moquer de nous. Nous monter les uns contre les autres. Nier qu'est-ce qu'on a fait. Je sais pas si tu te souviens, il avait dit qu'en Afghanistan, on se tenait près des lignes de combat, ce qui est complètement faux. Fait qu'il a insulté tout le monde. Les alliés disent « Non, merci ». Ensuite de ça, ben là, ça fonctionne pas, fait que il nous envoie promener. Là, maintenant, il menace le régime iranien. Là, récemment, là, on est le 23, comme tu as mentionné. Là. 23 mars. Ouais, il a menacé de couper l'électricité. Couper l'électricité, c'est un gros problème pour les conventions de Genève en temps de guerre. On frappe, selon les conventions, des objectifs militaires. Quand tu coupes l'électricité, tu causes des problèmes aux hôpitaux, chauffage, approvisionnement. La population en souffre, peut créer une crise humanitaire. C'est pas nécessairement un objectif légitime. Il menace ça en disant « Je vais vous couper l'électricité, il faut rouvrir le détroit ». C'est quelqu'un qui n'a pas planifié sa guerre à long terme et qui se débat comme un diable dans l'eau bénite en disant « C'est vous le problème, venez à notre aide » ou je vais raser l'Iran parce que je peux le faire ». Il a carrément menacé en 1 heure de raser l'Iran parce qu'il y a une arme nucléaire. Sans le mentionner, c'est quand même grave. C'est où qu'on en est rendu avec ce conflit-là? Parce que là, tu sais ça, tu parles de... Est-ce qu'il a mal évalué sa guerre, justement? Il a vraiment pensé que la frappe initiale, la décapitation, allait mener peut-être à faire tomber comme des dominos. Ça n'a pas eu lieu. Les Américains, typiquement, tu sais, tu te rappelles le shock and awe, là, de frapper massivement, de dire on a une puissance incroyable, ont cette idée que ça pourrait faire tomber les régimes ou faire tomber le pouvoir en place. Ça n'a pas fonctionné. Honnêtement, Trump aurait pu déclarer victoire il y a environ 1 semaine et demie ou 2 en disant « J'ai affaibli l'Iran, capacité balistique, capacité nucléaire. » J'ai atteint mes objectifs. J'ai atteint mes objectifs et probablement qu'il aurait eu raison. Là, il est allé trop fort, a promis un changement de régime qui n'a pas lieu, et puis il se retrouve dans une situation où le commerce mondial est affecté. C'est l'Iran qui ne veut plus voir les Américains se retirer. C'est eux qui détiennent le gros bout du bâton, qui disent « Si vous vous retirez, je suis encore une épine dans le pied avec mon détroit fermé. » Il ne peut plus avoir une sortie honorable, Trump. Pourtant, il essaye. Hein? J'écoutais encore un matin. Il parle de négociations qui avancent. Il parle de winding down. Il essaie de trouver une manière de déclarer victoire, mais sans qu'on voit clair dans son jeu. Mais c'est parce que, moi, qu'est-ce que j'ai compris aussi, il y a toujours une porte de sortie comme quoi que il peut rejeter la faute sur Israël, puis dire qu'il a été mal informé, puis parce que de qu'est-ce que je comprends aussi, c'est pas mal l'opinion américaine moyen, en tout cas de sa gang, là, c'est MAGA. des MAGA, là. Fait que c'est ça, je comprends que c'est ça là, que il a été attiré dans c'est pas notre guerre, c'est la guerre d'Israël. Il a été mal informé. Il pourrait toujours se revirer comme un dissent puis crisser Israël en dessous du boss. Il y a une constante avec Trump, c'est qu'il ne perd jamais. Dans ses mots à lui. Hein? Ouais, quand l'économie va mal, il va blâmer Biden. Il va même blâmer Obama qui était là quelques années avant. Si jamais ça se passe mal en Iran, ce qui est le cas, il va déclarer victoire. Et quand les gens vont dire pas complètement, il va dire
c'est la faute à Netanyahou, c'est la faute à l'OTAN qui n'était pas là. Il va trouver un moyen de blâmer quelqu'un d'autre. Et sa base, comme on l'a mentionné, je la suis beaucoup. Sa base a bu le Kool-Aid, complètement. Il était contre l'invasion en Irak, mais ça l'a pas été long qu'ils ont commencé à accepter. Mais ça dépend lesquels, parce que tu as quand même les grands acteurs, tu sais, qui est Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene. Elle est partie, elle fait plus partie des MAGA. Non, mais tu sais, elle était au début, elle était très pro-Trump, puis là, elle s'est retournée. Fait que, puis même Charlie Kirk, tu sais, qui était très MAGA, que lui, en tout cas, il a plus la chance de se prononcer, il parle plus sur le conflit. Mais il était contre les intérêts israéliens. Tu sais, lui, il disait qu'il fallait pas s'en mêler, puis il fallait s'éloigner de ces intérêts-là. Ce qui arrive, c'est que avec tout ce que Trump fait, sa base peut s'effriter. C'est ça qu'on voit en ce moment, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene qui est partie. Il reste quand même qu'il y a des gens qui vont le suivre dans tout ce qu'il fait. Il y a des MAGA isolationnistes qui n'aimaient pas voir la guerre en Iran, mais si Trump avait réussi à faire tomber le régime, ils auraient applaudi à tout rompre. Ouais. Ben, je pense même les Américains aussi. Oui, la plupart, ils auraient été contents parce qu'ils en subissaient quand même les conséquences directes et indirectes. Ils n'étaient pas d'accord, mais si c'était fait vite, puis ça avait fonctionné, comme Maduro, il y en a plein qui se seraient rationalisés. Ils auraient dit il joue aux échecs en 3D, puis il avait déjà vu qu'est-ce qu'on a, nous, on n'a pas vu. La réalité, c'est pas ça qui se passe. Mm-hmm. Puis là, tu sais, c'est ça, je parlais des alliés tout à l'heure. Est-ce que ça va lui donner... Parce que moi, j'écoutais un de mes potes, Benjamin Tremblay, de 7 jours sur Terre, qui disait, lui, qu'est-ce qui fait peur, c'est la réponse de Trump à ses alliés, qui va être quand même peut-être en tout cas, très puissante, là, parce que ça lui donne un peu raison de regarder l'OTAN, ça sert à rien. Ouais. Là, c'est nous autres qui est tout le temps là, pognés à les dans sa tête à lui, on est là à les défendre, puis c'est nous autres qui s'assurent tout le temps de la défense de toutes les autres, puis quand on a besoin d'eux, ils viennent de nous montrer qu'ils sont pas là pour venir à notre aide. Ben ça, c'est un calcul simpliste. Il n'a jamais demandé à l'OTAN de participer à cette guerre-là. Non, c'est ça. Là, et puis tout d'un coup, il dit, venez à notre aide. On est vraiment pris avec Trump jusqu'en novembre. Peut-être qu'on est pris jusqu'en, 2028. Jusqu'en novembre, on sent que Trump va essayer différentes choses. La prochaine fois qu'on va se rencontrer, on va parler de Cuba. Il est en train d'affaiblir Cuba. Il y a pratiquement un blocus. Il veut faire un coup d'éclat. Sur la scène domestique, à l'intérieur du pays, Trump n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut. Des problèmes économiques, les emplois vont pas si bien que ça. Il essaie de faire des coups d'éclat. Il essaie avec l'Iran, il essaie d'aller choisir le pétrole. Même chose pour le Venezuela. J'ai l'impression que la guerre en Iran pourrait se terminer de façon prématurée, ce qui est peut-être pas une mauvaise chose, mais l'instabilité va rester. Le détroit va rouvrir lentement. Trump n'aura pas gagné. Et puis, on parlait de détourner l'attention. Il va se retourner vers Cuba. Cuba, on bloque l'électricité, on bloque le pétrole, possiblement une crise humanitaire. Encore une fois, Cuba est une épine dans le pied des États-Unis depuis 1959, depuis que Castro a pris le pouvoir, un État socialiste, communiste dans le secteur. J'ai l'impression que Trump, 79 ans, il veut laisser un héritage. Le Groenland faisait partie de ça aussi, d'essayer de changer la donne, d'être peut-être le politicien américain le plus influent des dernières 75 ans. Mm-hmm. Mais est-ce que ça pourrait mener à la fin de l'OTAN, toute cette histoire-là? L'OTAN a été créée face au pacte de Varsovie en 1949, face à la menace soviétique. Quand l'Union soviétique est tombée 89-91, l'OTAN s'est beaucoup cherché, s'est dit, est-ce qu'on a une raison d'être encore? Cependant, moi, j'enseigne aux forces spéciales de l'OTAN. J'enseigne à l'Université des forces spéciales. L'OTAN, c'est 32 pays qui fonctionnent de la même manière. On a une interopérabilité au niveau communication, logistique, la doctrine, comment on fait nos opérations. C'est extrêmement solide. C'est une base très solide. Je peux travailler avec des Polonais, en autant qu'ils me parlent en anglais, on va fonctionner de la même manière.
Même chose avec beaucoup d'autres pays. De faire tomber l'OTAN, ce n'est pas une bonne chose. Trump a mis beaucoup de pression pour qu'on passe au fameux 2% du PIB qu'on a atteint et qu'on aille jusqu'au 5%, qui est peut-être pas justifié, mais Trump le fait. Carrément, de faire tomber l'OTAN, ça serait une erreur fondamentale. La personne qui s'en réjouirait le plus, c'est celui qui est au Kremlin, c'est Vladimir Poutine qui se dirait « J'ai réussi à faire tomber l'OTAN sans frapper, mais en influençant Trump pour qu'il fasse tomber mon ennemi principal. » Mais c'est parce que moi, de ce que je comprends aussi, c'est que, tu sais, en l'Europe, c'est plusieurs moyennes puissances toutes ensemble. Leur intérêt n'est pas nécessairement tous les mêmes, tu sais. Puis il y en a qui sont plus gagnants d'essayer de faire affaiblir un puis faire affaiblir l'autre. Puis mais là, par exemple, qu'est-ce qui les unit? C'est l'OTAN. Fait que si l'OTAN tombe, ben, est-ce que ça va pas amener un effondrement de la cohésion de l'Europe? Ouais. Ben, la réalité, c'est que l'Europe, comme tu as mentionné, est divisée, n'ont pas les mêmes buts, puis ont profité pendant longtemps des largesses des États-Unis. Les États-Unis financent énormément de choses à l'OTAN, des quartiers généraux, beaucoup de puissance. Biden avait dit c'est assez. Obama avait dit c'est assez aux Américains, aux Européens, puis aux Canadiens aussi, mais sans mettre la pression que Trump a faite. Fait que je suis pas noir et blanc en ce qui concerne Trump. Il a mis une pression qui était nécessaire, est allé beaucoup trop fort en menaçant le Groenland, mais il a mis une pression en disant aux alliés, des vrais alliés, quand on va manger au restaurant, là, puis c'est le temps de payer, ils s'en vont pas se cacher aux toilettes, comme on a fait pendant longtemps le Canada et d'autres pays. Il leur a forcé à dire, c'est à ton tour de payer. Si les Américains se retirent, l'OTAN est fortement affaibli. Les Européens sont en train de tenter de créer peut-être un OTAN 2.0 où l'Amérique est moins forte. Ben oui, l'Allemagne qui a investi, je pense, comme 200 milliards dans leur armement. La Pologne aussi, ça fait même avant Trump, qui ont commencé à réinvestir massivement dans leur... Les Polonais sont en guerre contre la Russie depuis longtemps, si tu leur parles. Oui, eux autres, ils ont tout le temps été les grands perdants. Là. Quand j'enseigne aux forces spéciales, j'enseigne des cours de renseignement, on discute, est-ce qu'on est en guerre contre la Russie? Puis là, je te parle de 5, 6, 7 ans avant. Les Polonais, 100%. Ils attendent juste de rouler sur Moscou quand l'OTAN va leur demander. Le Canada a tout avantage à diversifier ses partenariats, moins être dépendant des États-Unis, puis se retourner vers les Européens, aussi bien en termes d'acquisition de matériel militaire, mais aussi en termes d'alliance, parce que les Américains nous ont prouvé qu'ils ne sont pas 100% fiables. Oui, il y a l'effet Trump, mais qui va suivre par la suite? Est-ce que c'est J.D. Vance, Marco Rubio? Est-ce que c'est un démocrate? Le lien de confiance est brisé pour au moins une génération. Puis aussi, par stratégie, tu veux pas être 100% dépendant d'une personne. C'est carrément ce qui a un peu été notre cas pendant longtemps. Ben oui, c'est ça. C'était totalement un aveuglement volontaire. Oui, puis on se les fait reprocher avec raison, disant... On fournit la défense de l'Amérique du Nord, NORAD, vous fournissez un peu, on fournit l'OTAN, puis vous, on était à 1,4% pendant longtemps quand on s'était engagé aux 2%. Mais on a signé des ententes, mais on les a pas respectées. Trump est arrivé, a dit, non seulement tu vas la respecter, mais moi, je vais me retirer si vous le faites pas, et en plus, on va imposer un 5%. Dieu merci, Carney a compris le message. Et a dit, c'est assez justement d'arriver à la table puis de pas payer. On veut être un vrai joueur. Qu'est-ce qu'il a dit à Davos? Il a dit, si on n'est pas un invité, on est sur le menu. Donc l'analogie de la table est bonne. Là, l'armée canadienne est en train d'investir massivement dans ses capacités, peut-être de façon quasiment trop rapide justement pour la capacité d'absorber, mais on est en train de remettre une armée en place. Puis quand je parle d'une armée, pas juste l'armée de terre, mais toute la défense en place. Le complexe militaro-industriel? Se développe beaucoup. Oui. Et moi, j'ai travaillé 3 ans à Washington, D.C. Avec la Defense Intelligence Agency. Le complexe, là-bas, il est extrêmement fort. Peut-être trop fort, justement, parce qu'il y a beaucoup d'influence. Mais au Canada, au Québec, il y a beaucoup de compagnies qui viennent nous voir, justement, puis ils disent « Je veux investir dans la défense, mais je connais pas, je comprends pas. » Ils ont besoin d'aide parce que c'est complexe de travailler avec la défense puis de comprendre
leurs besoins spécifiques. Puis c'est là que toi, t'arrives, ton rôle. C'est là que j'arrive. Après 1h15 de podcast, là, mais la compagnie, c'est un peu ça aussi. Ouais. C'est ça. C'est ça nous donne un peu plus des bribes de ça ressemble à quoi. Ouais. Mais ça m'amène aussi à parler aussi le complexe militaro-industriel de la Chine et de la Russie, parce que ça a aussi montré des faiblesses, ça. Parce que là, on voit que c'est pas si... sont pas si optimales que ça, leur... Tu sais, en anglais, on parle de la Russie puis de la Chine comme des near peers, donc près d'un pair, comme, mettons, un adversaire égal ou presque. Mm-hmm. La Russie, avec le fiasco en Ukraine, ont prouvé qu'ils ne sont pas égaux aux États-Unis. Ils ont pensé qu'en 3 jours, ils allaient prendre Kiev. Ça fait 4 ans de guerre. Style Première Guerre mondiale où ils n'arrivent pas à avancer. Ils ont que 20% du territoire. C'est ça. La Chine veut être un pair des États-Unis aussi. Ils n'ont pas des capacités de se projeter globalement comme les États-Unis. On estime même qu'il y aurait de la difficulté à prendre Taïwan, qui n'est pas une grosse île. Mais c'est compliqué parce qu'il y a, c'est ça, il y a un détroit aussi entre les deux. Oui. Puis c'est énormément difficile de naviguer là-dedans. Oui. Puis en plus, il y a les montagnes. Exactement. Puis, Je vois que t'as fait tes devoirs. Ben, je suis quand même un peu ça. Mais c'est ça, il y a un détroit qui est périlleux. Il y a des montagnes, mais ils n'ont pas les capacités dans l'espace, cybernétique, de projection de la force. Mais même balistique, c'est ça. Oui, exact. Donc, c'est pas la même chose. Mais quand tu parles de complexe militaro-industriel, c'est que la Russie et la Chine, l'industrie, dans le fond, les dirigeants les tiennent par les couilles. Nous, au Canada, aux États-Unis, les dirigeants des compagnies veulent investir. En Russie et en Chine, c'est le pouvoir en place qui dit « tu vas nous fournir ça, tu vas... » Puis c'est autoritaire. C'est autoritaire. Et ces industries-là, j'en visitais une récemment à Saint-Jean, je leur demandais êtes-vous en mesure de travailler 24/7 pour un effort de guerre, par exemple? Parce que la compagnie en question me disait je travaille 4 jours semaine. Mais advenant le cas qu'il y a une guerre en Europe, il faut que ces compagnies-là travaillent 24/7. Il faut qu'il y ait des chiffres de nuit pour produire de l'acier, du matériel. La Russie et la Chine sont beaucoup mieux placés à ce niveau-là parce qu'eux peuvent juste prendre contrôle, rentrer quelques apparatchiks et dire à partir de maintenant, on roule. Nous, on n'est pas positionné de la même manière avec des raisons valables, mais on n'est pas prêt à un effort de guerre soutenu comme ces pays-là. Ben c'est ça, puis ça a montré dans le fond la faiblesse aussi un peu de la Chine. Si c'est ça, l'Iran utilise leurs balles, ils utilisent leur armement, puis là ça montre que finalement, ils sont efficaces, mais pas tant que ça non plus. Là, ça montre sa faiblesse-là. La Chine aussi, c'est un pays qui est patient. L'Empire du Milieu, qui se voit se projeter pendant des décennies, ce n'est pas pendant un siècle. Et en ce moment, on est en guerre économique. Le terme guerre, je ne l'apprécie pas nécessairement, mais un conflit économique pour les ressources partout dans le monde, pour la domination. La technologie. La Chine, oui, exactement. La Chine n'a pas de but d'envahir l'Amérique ou quoi que ce soit de s'étendre, mais se voit comme un pôle dominant et se projette à long terme. Pendant longtemps, on a combattu le terrorisme. Hein? Après ça, on a dit l'ennemi qui est juste derrière, c'est la Russie. Là, on voit la Chine comme le prochain ennemi. Obama, du temps que j'étais à Washington, il a fait un pivot stratégique qui appelait c'est de prendre les ressources qui étaient dédiées au Moyen-Orient et les transférer vers le Pacifique. Parce qu'il sait très bien que l'ennemi à long terme, c'est la Chine. Ces ressources-là, en ce moment, se sont retournées face à l'Iran, mais aussi pour, dans le fond, dominer l'Amérique, qui est un petit peu un non-sens pour les Américains de la doctrine Monroe. C'était un peu de retour au 19e siècle. Mais pendant longtemps, Obama, il avait une vision qu'il faut restreindre le pouvoir chinois parce que eux veulent prendre de l'expansion, eux veulent dominer. Deuxième plus grande économie mondiale. L'armée de libération de la Chine, qui est des millions d'hommes en uniforme, ils veulent vraiment se projeter vers l'extérieur. C'est ça, ils veulent contenir la Chine. Mais là, tu sais, ça mène aussi à poser la question parce que là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont pris des ressources qui étaient au Japon ou je pense en Corée pour les amener en Iran pour aller continuer le conflit, là, tu sais. Fait que... mais là, ça...
qu'est-ce que ça l'envoie comme message à la Corée, puis dans le fond, aux pays alliés qui sont supposés se faire défendre par les États-Unis exclusivement, tu sais. Ça fait craindre le pire à ces alliés-là parce que on est en train de dégarnir nos positions. Carrément, on passe de 100% peut-être à 80, à 75, des ressources qu'on n'avait pas prévues envoyer en Iran. Encore une fois, ça démontre le manque de planification. Exact. Les Marines n'auraient pas dû partir du Japon. Si tu avais besoin des Marines, il fallait les prépositionner comme les 2 porte-avions. Donc, ça démontre qu'on a pensé que la frappe massive, le choc and awe, la peur allait faire un effet stratégique, un levier qui n'a pas eu lieu. Et là, on va chercher des ressources ailleurs. Ça, là, ils improvisent quasiment. L'improvisation, mais avec des ressources qui sont très loin. Les Marines, c'est 14 jours avant qu'ils se rendent. Là, ça fait 2500 Marines de moins au Japon. Là, on va peut-être aller en chercher d'autres. Puis tu as parlé aussi même, excuse de te couper, mais non, l'armement. Tu sais, parce qu'il y a un type d'armement là, qui en a, genre, je pense, les États-Unis en ont 3, là, puis ça coûte des milliards à faire ça. Puis là, ils en ont utilisé un. Puis je pense qu'ils en ont même ramené un autre qui était ailleurs pour l'amener en Iran. Là. Je sais pas si on parle du même, mais dès les premiers jours du conflit, l'Iran a frappé un des radars. Les radars, c'est comme la pièce maîtresse de tes intercepteurs. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est que t'as beau avoir des missiles intercepteurs positionnés partout, s'il n'y a pas de radar pour voir la menace, et les radars servent aussi à guider tes propres intercepteurs. Donc, on les lance dans le vide. Les Iraniens ont frappé un radar qui valait plusieurs milliards dès le début du conflit. Donc, quand je parle de cibles de haute valeur, eux savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. C'est pas nécessaire de tout détruire en temps de guerre. C'est d'aller chercher des choses maîtresses comme... Souvent, c'est le commandement et contrôle. Ouais. Si tu détruis le commandement et contrôle, tu te retrouves avec un pantin inarticulé qui travaille de façon pas coordonnée. Si tu détruis un radar... les intercepteurs ne servent plus à rien. C'est pas nécessaire de frapper chacun des intercepteurs. Puis là, c'est ça. Est-ce que ça montre justement un peu un déclin de l'Empire américain, ça? J'adore ce titre-là, mais je te dirais que c'est un déclin auto-infligé. C'est vraiment Trump, avec sa doctrine Monroe, qui est devenue la doctrine Donroe à son nom, qui était une puissance globale qui a décidé de se concentrer juste sur l'Amérique. C'est comme passer de celui qui domine le monde à dire, moi, je domine mon backyard, ma cour arrière. Pourquoi? Je ne le comprends pas. Montrer sa puissance, j'imagine. Ben, tant qu'à montrer la puissance, c'est faisons mal à la Russie et à la Chine, parce que c'est eux les ennemis. Pourquoi il n'a jamais aidé l'Ukraine? Si c'est vraiment le seul problème. Parce qu'il veut enlever la Russie. Il veut séparer l'alliance Chine-Russie. Fait qu'il veut amener la Russie à se rapprocher aux intérêts américains. Je pense qu'on donne beaucoup de crédit à Trump quand on dit ça. Ouais, OK. Trump, t'es un opportuniste, quelqu'un qui voit des gains à très court terme, quelqu'un qu'on peut flatter avec son ego. Je veux pas qu'on fasse un podcast juste sur Trump parce que je pourrais le faire, mais c'est... Les gens savent comment l'utiliser, les alliés comme les ennemis. Le Qatar, en passant, le Qatar avait donné un avion de 400 millions à Trump, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. J'ai vu sur Internet, c'est un des pires retours sur l'investissement parce que eux sont frappés en ce moment. Quel pays? Il y a un pays récemment, j'oublie, mais Trump s'est fâché contre eux, puis il y a des gens d'affaires qui ont donné une Rolex, puis d'autres choses, puis finalement, il a enlevé les sanctions sur le pays. Ouais. C'est quand même incroyable. Ce monsieur-là, il est passé d'une fortune de 2 milliards à 6 milliards dans la dernière année, avec ses fils qui arrivent partout et qui signent des contrats. Commercial, c'est ça. Aussitôt que lui est passé. Ouais. En tout cas, on va fermer la bulle Trump parce qu'on ne veut pas nécessairement tomber là-dessus, mais c'est important de le comprendre pour comprendre vers où on s'en va en Iran, vers où on s'en va en Chine. C'est du calcul à très court terme. Quand ça fonctionne pas, il a tendance à déclarer victoire et à quitter. Ce matin, j'ai écrit un post comparer la guerre aux échecs. Okay? Que Trump n'a pas de stratégie pour mettre l'ennemi échec et mat. Il est frustré. Il est sur le bord de donner un coup sur l'échiquier, lever la table, aller bouder dans son coin, puis trouver un autre jeu comme Cuba. J'ai vraiment l'impression que ça pourrait se passer. Ouais. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, de qu'est-ce que j'écoutais, j'en ai compris que
il y avait de la misère à avoir un rendez-vous avec la Chine. Tu sais, Xi Jinping le prenait pas vraiment au sérieux. Puis là, il est arrivé le coup de Maduro au Venezuela, le coup de El Mancho au Mexique. Au Mexique, ouais. Puis là, après ça, là, il avait quasiment réussi à trouver un rendez-vous avec Xi Jinping. Puis là, il était arrivé le conflit d'Iran. Ouais. Mais avant qu'il arrive à s'attaquer à l'Iran, il y avait quasiment les grosses cartes en main parce que là, il avait de l'air d'une grosse puissance, d'une superpuissance, qu'il y avait le gros bout du bâton. Mais là, au contraire, ça s'est tout écroulé comme un château de cartes parce que là, en tout cas, c'est ça, je comprends. Puis là, Xi Jinping, il y avait un rendez-vous avec Trump. Puis là, Trump, je pense qu'il l'a annulé en disant, en prétextant que c'est la guerre en Iran. Mais Pékin est très patient, on en a parlé. Il voit ça sur des décennies, des siècles, si c'est pas des millénaires. Xi Jinping a une stratégie et va pas nécessairement changer en fonction de qui est là. L'année passée, il y a eu le fameux jour de la libération où Trump a imposé des tarifs incroyables au Canada et à d'autres. Ça a monté jusqu'à 140% avec la Chine. La Chine, ça l'a monté à des niveaux astronomiques. Ah ouais. La Chine n'a pas bronché. Ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est ils ont commencé à vendre les bons du trésor qu'eux, ils avaient pour faire chier l'économie américaine. Quand plein de pays européens ont plié, on dit que... Parce que là, c'était le début de Trump 2.0. Il y a plein de pays qui ont eu peur. Qu'est-ce qu'on peut faire? La Chine a fait comme... Ouais, je monte de mon bord. Il y a eu une escalade. Puis c'est... Tu sais, la fameuse expression, le taco, là. Trump always chickens out. Trump, il fold tout le temps comme au poker. C'est à cause que la Chine l'a fait complètement plier. Complètement. Parce qu'ils ont dit, ça me dérange. Moi, je suis pas comme tes alliés européens, qui c'est des puissances moyennes, qui se sentent faibles par rapport à toi. Moi, je suis un compétiteur sérieux et je veux pas plier à cause de ces menaces-là. Tu sais, faut leur donner pareil aux Chinois qui se positionnent à long terme. Le 21e siècle, on parle souvent que c'est le siècle de la Chine. Eux se voient comme dominants. Et ça a commencé quand? Ça a commencé avec les Jeux de Pékin en 2008, où ce qui nous ont éblouis par leur capacité, puis montrer que c'est un peuple organisé qui sait où ce qui s'en va. C'est vraiment l'ennemi à long terme, et c'est pour ça que le pivot stratégique d'Obama avait beaucoup de sens, mais là, on est en train de se replier, on étant les États-Unis surtout, mais l'Occident, et avec toutes les chicanes internes aussi, ça laisse la place aux autres, ça laisse la place à la Russie et à la Chine. Ouais, fait que toi, t'aimes pas le terme de l'Empire américain qui décline en ce moment? Parce que en même temps, c'est un peu une démonstration, une preuve de la perte de leur puissance, de leur influence militaire qu'ils ont. Ils se sont pognés à aller ramener des ressources ici et là pour pouvoir aller les placer. Puis... pour en revenir à ta question, chez nous, j'ai acheté une carte qui est une longue carte horizontale sur une ligne du temps avec tous les empires qui ont eu lieu. On parle des Assyriens à l'Antiquité, l'Empire romain, les Égyptiens. Tous les empires, dans le fond, s'agrandissent et finissent par refermer. Mm-hmm. Dans le bas de la carte, littéralement au 20e siècle, on a le début de l'Empire américain qui prend de l'espace, qui a pris de l'espace Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale est devenu vraiment qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui. Tous les empires sont appelés à se refermer et à s'écrouler comme l'Empire romain. En ce moment, j'ai l'impression que Trump précipite la chute de l'Empire en s'aliénant les alliés, en mettant pas les ressources au bon endroit. Tu sais, aux États-Unis, il y a des super universités, Yale, Harvard, on a des gens qui viennent de l'extérieur, il y a des cerveaux qui viennent de partout travailler aux États-Unis. On se met ces gens-là à dos, on coupe dans l'éducation. Je ne veux pas parler d'une idiocratie, mais en mettant les ressources au mauvais endroit, on s'enligne vers un peuple qui va être moins fort à long terme. Là, je te parle à très long terme. J'ai pas l'impression que Trump aide les Américains à gagner de l'influence dans le monde, à développer leurs capacités. Ils commencent à se croire comme si ils avaient tout à l'intérieur, ils n'ont pas besoin des autres. Ce qui n'est pas la réalité du monde dans lequel on vit. Avec la mondialisation, la globalisation, on a besoin des autres. Puis se mettre tout le monde à dos,
ça fait en sorte qu'on est en train de s'aborder son propre bateau, je crois. Ouais. Mais en même temps, je pense que les politiques internes, il y a plusieurs nuances à avoir là-dedans, là, entre autres la guerre culturelle à l'interne aux États-Unis, qui a beaucoup rapport avec les universités, là, mais sans aller là. Ouais. Parce que le gros problème aussi là, avec tout ça, là, c'est que le pétrodollar là-dedans, puis c'est la grosse peur des États-Unis, c'est ça, c'est qu'il faut absolument que personne arrête d'utiliser la monnaie américaine. Oui. Puis ça fait aussi partie des raisons pourquoi ils ont été décapités la tête du Venezuela, parce qu'ils commençaient peut-être à penser à prendre la monnaie chinoise. Puis là, vu que... Pour le commerce de pétrole. Exactement, tu sais. Fait que là, vu qu'ils ont réussi avec le détroit d'Ormuz, ben là, ça fait qu'ils ont moins d'influence, ils ont moins de pression. Puis là, ils vont peut-être... En tout cas, il y en a qui estiment ça, que peut-être ça va commencer à transitionner en yen ou en argent chinois. C'est une des menaces que la Chine met là-dessus, c'est que le pétrole, dans le fond, le commerce se fait en dollars américains, donc doivent avoir des devises américaines. Puis là, ils ont tout à perdre, les Américains, de perdre ça, parce que c'est la monnaie mondiale, la monnaie américaine. Ben, l'autre chose aussi que je pense à long terme, c'est que les Américains ont investi avec Trump massivement dans le carbone, le pétrole, les mines, le fracking, etc., sans regarder vers les énergies renouvelables. Puis je te parle pas juste en termes écologistes, je te parle en termes d'avoir quelque chose à plus long terme. Les Chinois ont des véhicules électriques incroyables qu'ils veulent amener ici. C'est comme si Trump était tourné vers le passé. Le pétrole, c'est la source d'énergie la plus importante, la plus influente. Mais le pétrole est sur son déclin. On est allé en chercher énormément. On se rend compte qu'on est dépendant du Moyen-Orient, des pays comme le Venezuela, le pétrole canadien, russe. Il faut qu'on se tourne vers d'autres choses. Mais Trump refuse de voir ça. Continue à investir là-dedans quand les autres pays regardent des énergies. Puis je parle pas encore de verte, je parle renouvelable qu'on peut utiliser à long terme. Donc, il serait mieux de mettre leurs ressources vers ça plutôt que de dire drill baby drill et finalement être dépendant comme on est là. T'sais. Il y a eu une crise du pétrole en 73, on est en train d'en vivre une autre. Là. Moi, je roulais de Gatineau, tu le sais, un matin. 1h67 à 1h94, j'étais pas enchanté d'arriver à Montréal aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Déjà là, ça coûte 75$ d'en venir ici. Mais c'est ça, mais les conséquences que ça va avoir sur la monnaie américaine, le fait que si les pays arrêtent de transiger en US, en dollars, ça va avoir des grosses conséquences. Je suis pas sûr que c'est une menace à court terme. Okay. C'est quelque chose qui est sorti récemment, on en parle beaucoup dans les médias sociaux des pétrodollars. Okay. On est loin de la coupe aux lèvres, vraiment. Par contre, Trump, on le réalise, puis les Américains aussi, 2003, l'Irak, ils cherchent à aller saisir. Tu sais, le Venezuela, c'est quand même une des plus grosses réserves de pétrole au monde. L'Iran, qui exploitait pas vraiment. Il exploitait pas parce que Chavez avait tout amené en décrépitude. C'est ça. Aussi, tu sais, je vais faire un post bientôt sur le pétrole. Tout le pétrole n'est pas le même. Il y a du pétrole lourd, léger. Le pétrole du Moyen-Orient est facile à raffiner, peut être envoyé partout. Le pétrole du Venezuela, comme celui canadien, est lourd, demande des raffineries. Ouais. C'est pas aussi simple. Les compagnies pétrolières, quand Trump leur a dit « Prenez le Venezuela, exploitez, tout va bien se passer », ils ont tout fait « Non, c'est pas si simple que ça. Les oléoducs sont en ruine, les raffineries sont en ruine. Ça va prendre 5 à 10 ans à remettre ça sur pied. » Donc, c'est pas aussi simple qu'on ait accès à des ressources et ça va couler, là. L'argent va arriver. Puis là, j'écoutais, ça va être la dernière question, pour ça je vais te laisser reprendre ta vie. C'est correct. J'aime bien ça. Mais tu avais parlé dans une chronique à Outaouais maintenant, au 104.7. Puis tu disais que toi, tu craignais pas pour une troisième guerre mondiale. Parce que là, encore une fois, tu sais, il y en a plein là, pour faire du sensationnalisme. Ils parlent de troisième guerre mondiale. Puis même aussi, il y en a, c'est vrai que ça peut être inquiétant. Là. Mais toi, tu dis que ça te fait pas nécessairement peur parce que tu dis que l'Iran est trop isolé. Puis les Alliés, ils répondent pas vraiment. Tu sais, comme la Chine répond pas, la Russie embarque pas là-dedans. Ils ont tout à gagner, eux autres. Mon background dans lequel j'ai étudié, c'est en histoire et en études de la guerre.
historiquement, les guerres mondiales sont créées à cause des alliances. Donc, un pays entre en guerre contre un autre et les alliés, forcément, vont entrer en guerre. Première guerre mondiale, c'est exactement ça. Il y a l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche en 1914. Et puis, la Serbie embarque avec d'autres pays. Et puis, on se retrouve avec deux systèmes d'alliance qui ne veulent pas nécessairement aller en guerre, mais c'est comme une gang de chums dans un bar. Il y en a un qui se met à se battre, et les autres sont forcés d'y aller. De le protéger, c'est ça. Exactement. Deuxième guerre mondiale aussi. Là, la trajectoire est pas nécessairement bonne, c'est certain, parce que l'Iran, justement, essaie d'aller chercher d'autres pays. Mais l'Iran est isolé, il n'y a aucun doute là-dessus. Les alliés traditionnels, Chine, sont où? Russie est où? Corée du Nord, complètement inexistante. Ces gros pays-là, qui auraient pu venir à sa rescousse, ne sont pas là. Et Dieu merci qu'ils ne sont pas là, parce qu'on ne veut pas d'un conflit qui s'élargit. Quand même, les États-Unis savaient, probablement qu'ils avaient discuté aussi, si on prend l'Iran, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez faire des représailles massives ou non? Puis, Trump, il a quand même été un bully pendant longtemps. Il a bien lu les enjeux. Il s'est dit, je peux le prendre, le Venezuela, sans que la Russie s'en mêle. La Russie, de toute façon, complètement commise en Ukraine. Mais la Chine non plus. Ouais, la Chine ne va pas être... son attention ne va pas être changée par des conflits comme ça quand ils ont un objectif à long terme, ne veulent pas se commettre. Non, je ne crains pas pour une troisième guerre mondiale, Dieu merci, à cause du système des alliances. Est-ce qu'on s'en va dans la bonne direction? Clairement pas. Non, mais c'est quand même limité toujours. Les seuls alliés, j'ai mentionné Hezbollah, Hamas, Houthis, chiites en Irak, c'est des alliés mineurs qui ne vont pas créer un conflit. Cependant, l'Iran cherche fort à aller chercher la Turquie, les Britanniques, les Français, justement, essayent de dire on embarque plusieurs personnes et moi, je vais pouvoir aller chercher ma gang et dire c'est le temps, là, c'est le temps d'aller frapper, mais ça risque pas d'arriver, honnêtement. À quoi qu'on peut s'attendre? Est-ce qu'on peut s'attendre à une attitude un peu défiante des ennemis des Américains? Bien, selon moi, si le régime des ayatollahs survit, il va le crier sur toutes les toits. Ouais. Il va déclarer victoire, même si tout est en ruine, parce que pour en revenir aux échecs, t'as beau avoir atteint toutes les pièces, t'as pas mis le roi échec et mat, puis il va se reconstituer éventuellement. Ça l'a fait très mal. C'est quoi les leçons qui vont en sortir, par exemple? Est-ce qu'ils vont abandonner le nucléaire? Probablement pas, parce que c'est la seule chance qu'ils ont de plus se faire frapper de nouveau. Ouais. Peut-être qu'ils vont investir massivement, encore plus qu'ils faisaient dans le nucléaire. Et ça, c'est un des risques. Ou est-ce qu'ils vont se dire c'est fini, ça fait trop mal, on n'aurait fait plus ça? Je le sais pas, ça va dépendre de qu'est-ce qui va se décider, mais les leaders vont faire une lecture de qu'est-ce qui est arrivé, dire est-ce qu'on arrête le combat ou est-ce qu'on s'en tranche encore plus et on s'assure que ça n'arrive pas de nouveau? Et que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Ben, Éric Sauvé, c'était vraiment cool. Merci beaucoup. Très intéressant. C'était vraiment le fun. Merci d'être venu. Tu sais, tu reviendras parce que, tu sais, j'avais des questions qui étaient plus sur toi. On n'a pas le verso de la feuille. Non, c'est ça. Puis finalement, on a parlé juste tout. Fait qu'un gros merci. Éric Sauvé, président de Innovigo, firme de consultation en renseignement, sécurité et défense. Un énorme merci d'être venu au WhatsApp Podcast. C'est super apprécié. Puis je vais dire un gros merci à mes commanditaires qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Ils t'offrent la poche de café du WhatsApp Podcast. Je l'ai dit, je suis un gros amateur de café. Oh oui, c'est ça. Tu vas être bien content. Ça a l'air qu'il est vraiment bon. Fait que, tu vas beaucoup aimer ça. Si vous allez, tout le monde, je voulais vous le procurer, vous pouvez aller au procafetière.ca et si vous utilisez le code de rabais, code promotionnel JER20, vous allez avoir 20% de rabais sur la poche de café du WhatsApp Podcast. Puis un gros merci, man. Vous pouvez commander toutes vos commandes au procafetière.ca. Ils ont plein de cafetières, des sortes de café, des poches de café. Vous les faites livrer. C'est efficace, rapide et sécuritaire. Je vais te laisser le mot de la fin. Si on veut te suivre, si on veut continuer à avoir tes analyses, je sais que tu en mets beaucoup sur Facebook, mais tu es pas mal dans tous les médias traditionnels aussi, que ce soit à Cube, à TVA, à la presse, à radio. Il y a une compagnie qui est venue me chercher, on se dit,
Le problème, Éric, c'est que tu es dispersé en ce moment. Ah, OK. Et je suis dispersé. Ma page Facebook personnelle, Éric Sauvé, géopolitique maintenant, est transformée en page un peu professionnelle. Je fais pas ça pour l'argent, honnêtement. Je fais ça, c'est une passion, ça m'intéresse. Depuis que je suis jeune, j'adore l'histoire, la géopolitique. Évidemment, il y a ma compagnie Innovigo, où est-ce qu'on aide les compagnies qui veulent rentrer dans la défense. J'arrive justement vendredi dernier de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y avait une grosse conférence pour les entrepreneurs. J'ai présenté sur la mentalité défense, comment investir. C'est certain. LinkedIn, sinon, je suis dans les médias depuis peut-être 1 an et demi, mais surtout quand il y a des conflits comme là. J'apprécie beaucoup, c'est un monde que je découvre, puis j'apprécie que tu m'as invité au podcast. Ah, les podcasts. Merci à notre ami André Gélina, qui nous a mis en oui, contact. Il faut le mentionner, André Gélina, qui était mis en contact par une autre personne, Hélène Bérubé, avec qui j'ai fait un documentaire sur la guerre des cerveaux qui vient de sortir au Canal Savoir, la guerre cognitive. On pourra en parler une autre fois. Oui. Fait que, je me rends compte que c'est un milieu que j'apprécie, puis j'aime ça que tu m'invites. Ça va me faire un plaisir de revenir pour passer au verso de cette feuille-là. Bon, parfait, ça. Un gros merci d'être venu au WhatsApp Podcast. Puis encore une fois, tout le monde, un gros merci à tous ceux qui nous écoutaient. Puis si vous voulez m'aider, vous voulez continuer à ce que je fasse ce podcast-là, vous pouvez me financer en devenant membre au patreon.com/WhatsApp Podcast. C'est pas cher, c'est 3-4 piastres. Puis ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance. Pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique un mois plus tard sur ma chaîne YouTube. Puis en plus, vous pouvez écouter tous les podcasts sans publicité. Puis je sais à quel point que ça fait chier. Un gros merci encore une fois tout le monde de nous écouter. Merci Éric, c'est super apprécié. On se revoit tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!